Nouvelle édition sur Africa Télévision. Bonjour et bienvenue. Voici les titres. Benghazi, réveille-toi, scandent des centaines de jeunes en colère sur le site de l'attentat qui a fait plusieurs morts et blessés dans cette ville de l'Est libyen, reprenant le premier slogan de la révolution libyenne qui a renversé le régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Les pygmées Baka, chassés de leurs terres par l'exploitation forestière intensive au Cameroun. En quelques décennies, ils ont perdu leur mode de vie millénaire et sont réduits à la pauvreté. Tout d'abord, l'actualité avec le retour triomphal des premiers soldats tchadiens dans leur pays. Ils ont été accueillis en héros hier à N'Djamena. La journée d'hier a été chômée et payée sur toute l'étendue du territoire tchadien. Retour sur l'intervention tchadienne au Mali avec Sekou Tangara. 16 janvier 2013, base aérienne de N'Djamena. 5 jours après le début de l'opération Serval au Mali, les forces armées tchadiennes s'apprêtent à embarquer pour le théâtre des opérations. 2000 soldats, 400 véhicules blindés, l'armada nécessaire pour anéantir les groupes djihadistes. Et ces jours, les propos du ministre de la Défense étaient à la dimension de l'attente placée sur les Fatim. Nous sommes là et vous êtes là pour une mission très importante. Une mission qui est d'aller au secours de nos frères, d'un État frère qui est en danger. Après avoir combattu en première ligne 4 mois durant aux côtés de l'armée française, les soldats tchadiens qui ont payé le plus lourd tribut dans la guerre au Mali ont été triomphalement accueillis ce lundi à N'Djamena. Les forces armées tchadiennes d'intervention au Mali, un contingent a commencé par regagner N'Djamena. Déjà, ce matin, ils sont arrivés à N'Djamena où une population est sortie massivement les accueillir. Et je tiens également à vous dire, pour les rendre hommage et témoigner de sa reconnaissance pour tout ce qu'ils ont eu à faire dans le nord Mali, et ils ont eu à libérer le nord Mali. Le bilan des opérations au Mali, qui était de 36 soldats tchadiens tués, a été revu à la hausse aujourd'hui. Il fait désormais état de 38 éléments tués et 84 blessés. Votre engagement a été historique et l'Afrique tout entière s'en souviendra, a laissé entendre Idriss Déby à l'issue de la cérémonie. Le retrait des forces armées tchadiennes intervient au moment où la présence des unités spéciales de l'armée malienne est signalée dans les alentours de Kidal. La colère des jeunes de Benghazi en Libye, dans l'est du pays. Ils étaient des centaines sur le site de l'attentat qui a fait au moins 15 morts et une trentaine de blessés hier. Certains ont aidé à collecter des restes de corps déchiquetés par l'explosion d'une voiture piégée près d'un hôpital. Tous dénoncent les violences et les attentats qui secouent régulièrement leur ville, bastion de la révolution ayant conduit à la chute du régime de Mouammar Kadhafi. Au Nigeria, ces images signées Boko Haram, le groupe islamiste qui exhibe des otages parmi lesquels des femmes et des enfants. Le chef présumé revendique 2 récentes attaques dans le nord-est du pays. La spectaculaire opération menée mardi dernier à Bama, 55 morts, et l'attaque à la mi-avril contre Baga, suivie d'une violente répression par l'armée ayant fait au total 187 victimes. Je l'annonçais en titre, ils sont les premiers habitants de la forêt camerounaise. Les pygmées constituent aujourd'hui une minorité marginalisée. La forêt, à la fois leur habitat, leur mère spirituelle et leur source d'alimentation, est dévastée par près de 40 ans d'exploitation forestière et du coup, ils se retrouvent presque sans terre. Sous la pression d'une exploitation forestière intensive, concédée aux multinationales chinoises ou européennes, les pygmées Baka du Cameroun ont dû quitter les forêts où ils vivaient depuis des millénaires. Ils sont désormais cantonnés dans des parcelles communautaires attribuées par les autorités où ils survivent dans un certain dénuement. Ils habitent dans des cases ou dans des campements sommaires et s'adonnent désormais à une agriculture de subsistance, loin de leur mode de vie traditionnel.
Maintenant, on voit que la chasse et la cueillette que nos grands-parents vivaient avec, bon, pour le moment, on ne peut plus vivre comment nos grands-parents vivaient avec. Tous les bois sont coupés en brousse. Donc la forêt est déjà détruite. Donc il n'y a plus où ce que tu peux aller chercher qu'elles sont devenues encore revendre pour avoir un peu d'argent. Il n'y a plus. Les pygmées Baka se sont sédentarisés, mais sans aucun droit de propriété foncière. Ils pratiquent désormais une agriculture presque sans outils. Malgré la présence d'un instituteur payé par le gouvernement, ils n'ont pas assez de revenus pour acheter les fournitures scolaires. Tout ce qu'on fait comme activité, on essaie de vendre les petits régimes de plantain pour essayer de pousser la femme à l'école, mais jusqu'à là, ça ne va pas. Une loi concède pourtant aux pygmées du Cameroun des petites forêts communautaires, dont les revenus sont censés leur profiter. Mais jusqu'à présent, sans réel moyen de les exploiter. Ici où nous sommes, cette forêt est exploitée depuis 2008. Et les Baka ne perçoivent pas de retombées. C'est grâce aux Baka que cette forêt existe juste aujourd'hui. Et l'homme Baka voudrait continuer à garder cette forêt, préserver les richesses qui sont à l'intérieur de cette forêt. Malgré ces richesses pillées, ne leur donnent aucun avantage, ne nous donnent aucun avantage. Les pygmées Baka du Cameroun se sentent spoliés. Bien qu'ils soient les premiers habitants de cette forêt, ils ne peuvent occuper leurs terres qu'à titre provisoire. Les vrais maîtres de la forêt sont devenus les exploitants forestiers qui détruisent jour après jour leur habitat traditionnel. À présent, la suite du premier forum international des journalistes lancé dimanche à Agadir, au Maroc. Plusieurs représentants d'une vingtaine de médias internationaux débattent des différents défis que doit relever le secteur, notamment l'adoption de nouvelles pratiques à la faveur des changements politiques dans le monde arabe ou encore la question de la pertinence d'une presse régionale. Le point commun de ces professionnels de l'information, c'est qu'ils ont tous au moins 10 ans d'expérience. Ces journalistes trouvent en ce premier forum international leur étant consacré un lieu pour discuter de leur avenir dans un contexte de développement technologique. C'est vrai qu'on se retrouve déjà sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui le fait que l'on soit rassemblés ici, cela signifie qu'il y a de la nouveauté dans les médias arabes. L'importance de ce forum, c'est aussi qu'il attire l'attention sur la région Souss Massadara. C'est une région avec de nombreux journalistes compétents. Ce nouveau rendez-vous des médias a débuté hier et se poursuit à Agadir jusqu'à demain. La rencontre a notamment été marquée par la venue du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Mustafa Al-Khalfi. Nous prévoyons que ce type de forum présente des initiatives pour une meilleure collaboration entre journalistes et l'échange d'informations. Ce forum ambitionne d'aborder la thématique du champ médiatique avec un accent particulier sur le Moyen-Orient et surtout la région maghrébine, et cela dans le sillage des mutations qu'a connues la région depuis début 2011. Restons toujours dans le monde des médias, plus que 3 jours et on va célébrer l'excellence des médias avec les Galians 2013 au Burkina Faso. Mais d'ici là, nous vous proposons aujourd'hui de découvrir les coulisses de la fabrication du journal télévisé, de la régie des diffusions en passant par la conférence de rédaction, une excursion dans le quotidien de nos confrères de la télévision burkinabé. Chaque jour que Dieu fait, les équipes de reportage se déploient sur le terrain à la collecte de l'information. Sur son lieu de reportage, Nathalie Kaoré prend des notes. Tout ce qui se dit est donc important. D'une salle en plein air, l'enjeu demeure le même, capter des images, car la télévision, c'est l'image. Ici, Souleymane Sanou est en pleine chasse, la capture des images. Sous un soleil de plomb, il partage presque les mêmes réalités avec ceux qu'il filme. Sur ses pas, ses 3 coéquipières. Elles observent, elles questionnent et elles notent toute information utile et nécessaire pour produire un reportage. Nathalie Kaoré rejoint la base après la couverture d'un événement. Elle s'empresse de visionner les images rapportées. Après quoi, elle passe à la prochaine étape, rédiger avec à l'esprit, servir d'abord les intérêts des téléspectateurs. Après la rédaction, il faut passer au montage, une responsabilité qui incombe à plusieurs monteurs, dont Aline Kéré. Elle s'applique à la tâche en étroite collaboration avec la journaliste. La charpente du reportage est bâtie ici.
Parallèlement au montage du reportage, le présentateur du jour est en échange avec la cheville ouvrière du journal télévisé, le chef d'édition Lazare Pouya, représentant du rédacteur en chef. Il procède au choix des reportages qui seront diffusés aux 13h15. Il faut parer au plus pressé, aligner les reportages sur la table de montage. Tout repose donc sur les épaules du chef d'édition qui veille au grain. Mais la tension baisse à la sortie des éléments. Le présentateur du jour, Fousseni Kindo, se prépare à passer à l'écran. Il s'installe sur le plateau après son maquillage. L'équipe de réalisation, elle, occupe la régie. La réalisatrice Sénéfa Koulibaly, avec à ses côtés l'ingénieur de son, la secrétaire de saisie et le diffuseur prennent les choses en main. Silence absolu, l'attention est soutenue. Le 13h15 commence. Le lendemain, changement de décor, nous sommes ici en conférence de rédaction. Et c'est l'heure des critiques de reportages diffusés la veille. On passe au crible aussi bien la prestation du présentateur, les images du caméraman que la réalisation du journal télévisé. Cette dernière étape est aussi le début d'une autre, la préparation d'une nouvelle journée de reportage. Au service des informations et des reportages, les jours se suivent et se ressemblent. Voilà, un métier pas comme les autres, un métier très passionnant. Toute autre chose à présent, lutte contre la faim. La FAO encourage l'élevage et la consommation d'insectes à grande échelle dans les pays en développement, alors que 2 millions de personnes en consomment déjà dans le monde. L'organisation estime cette pratique rentable et écologique. Bien frétillante. Dans quelques secondes, ces larves qui dansent au bord du sandwich vont faire le bonheur de ce gourmet congolais, un amateur convaincu. Manger des insectes, ça nourrit le corps. Ce n'est pas gras. Ça ne nuit pas au corps. Si un être humain en mange régulièrement, il a peu de risque de tomber malade. Il n'est pas le seul à les apprécier. Dans la moitié des pays du monde, manger des insectes est ancré dans les habitudes. Avec 1 millier d'espèces comestibles, c'est un vaste choix qui s'offre aux consommateurs. Ici, en Afrique centrale, on ramasse des criquets, ça nourrit la famille, c'est aussi un revenu supplémentaire. Quand on n'a pas encore la récolte des champs, ça va nous aider à vivre. Comme ça, on en mange et ce qui reste, on le vend. Ça nous aide. Passer de la collecte à l'élevage, c'est ce que recommande la FAO. L'Agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture en est convaincue. Les insectes, c'est l'avenir de notre assiette. Peut-être la solution pour nourrir une population de plus en plus nombreuse sans aggraver la déforestation. Il suffit de 2 kilos de végétaux pour produire 1 kilo d'insectes. C'est 3 fois moins que pour 1 kilo de viande de bœuf. Pourtant, les élevages sont encore rares. L'élevage, ça permet de préserver les populations d'insectes sauvages et puis ça crée des emplois tout en assurant la sécurité alimentaire. C'est très nourrissant pour le bétail, comme pour les humains. Convaincre les pays développés de consommer ces petites bêtes, c'est le défi de la FAO qui, à chacune de ses conférences, martèle le même message, élever et manger des insectes. Les amateurs vantent leurs bons petits coups de noisettes. Mais le tabou est bien là. En Europe, la barrière psychologique a du mal à tomber. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, 19h45 dans Afrique Soir. D'ici là, restez à notre compagnie. Au revoir.